Ici Michel le concierge, bienvenue au Pays Œuvre d'Art. Qu'est-ce que le Pays Œuvre d'Art? C'est une invitation à votre vie personnelle œuvre d'art. Aujourd'hui, la condition humaine, particulièrement la mienne. Alors, je dois dire, pour en parler, que j'ai aujourd'hui l'occasion d'avoir comme visiteur fantomatique mon collègue, le chercheur, le vagabond Céleste, qui fait des recherches et qui documente le matériel dont on parle dans le contexte du Pays Œuvre d'Art. Alors, bonjour à tous et à toutes. Et j'invite maintenant mon collègue Pierrot à nous parler de ses plus récentes recherches. Pierrot. Allô, mon très cher Michel le concierge. Oui, monsieur. La date aujourd'hui? Ah oui, aujourd'hui, on est le 22 août 2016. Une date mémorable, d'ailleurs, c'est le creusage du passage des services municipaux dans la maison ici. Depuis ce matin qu'on a commencé à creuser, là. Alors voilà pour la date. Et quoi donc? Et voilà. Alors, je vais te parler des recherches. Oui. Certains thèmes de recherche. Tout ça pour garder une atmosphère détendue, pour se dire que moi-même, je suis en vacances, aujourd'hui même, ce soir. Alors, on s'est dit que... Ah oui, ça fait longtemps que Pierrot me dit, écoute, il faut qu'on fasse des rencontres de ce genre sans censure, pour pouvoir vraiment exprimer le fond de notre pensée. Alors ce soir, moi, je vous propose de faire exactement ça. Et puis moi-même en personne, pour me sentir vraiment confortable et à l'aise, vu qu'on a fait une bonne journée d'ouvrage déjà, je vous invite à considérer, relaxer un petit peu dans le fauteuil pendant qu'on va écouter le fruit de la recherche, parce que là, aujourd'hui, on va voyager un petit peu. On s'en va dans le cosmos. Pareil qu'on fait un tour de cosmos aujourd'hui. Alors, pour se rendre dans le cosmos, nous aider à nous rendre dans le cosmos, un petit interlude qui devient une habitude maintenant, parce que vous savez que, sans le dire, j'aime bien inventer, moi, cette fameuse broue dont on se réjouit en vacances, à la maison, quand on ne conduit pas. Et pour dire que moi, ben, c'est sûr que je cherche à tenter un petit peu, peut-être le commanditaire derrière la boréale, hein, cette bonne broue. Alors, j'en souhaite une boréale à toutes et à tous. Et mon collègue Pierrot, qui ne boit pas pantoute, lui, il est vraiment, il marche à l'eau, hein? Il marche à l'eau, fait que... Allô, Pierrot? Ah, c'est intéressant, ça. Le rapport au plaisir de la boisson pour un être humain. Sans exagérer, quand même, tu sais, on n'a plus le droit d'en parler de ça, quand même, à la télévision, pour ne pas influencer la jeunesse, des trucs comme ça. Probablement que je dois être d'accord avec la plupart de ces choses-là, mais il faut quand même pas s'empêcher d'en parler pareil, parce qu'on le sait, hein, dire, bien. Alors, j'avais besoin de me mouiller le gosier, moi qui ai marché au café toute la journée. Voilà. Excusez-moi. L'ami Pierrot, alors, à vous la parole. Ben, puis... Je vais commencer par te parler comme chercheur de mon rapport à la boisson. Ton rapport à la boisson, tiens. Comme chercheur. Ah, comme chercheur. Oui. Il y a rapport à la boisson comme chercheur. Oui, tout à fait. Tout à oui. fait. Et pas juste à la boisson, à la nourriture. Oui. Pas juste à la nourriture. Oh, non. À la cigarette, à la drogue, à tout. On parle des dépendances, là. Oui. Des dépendances. Alors, ce qui est intéressant, d'abord, moi, je suis dépendant de mon cerveau. Mon cerveau, c'est ma boisson, ma drogue, ma cigarette, c'est ma nourriture. Je ne vis que par mon cerveau et pour mon cerveau. Je dois dire, de te connaître depuis quand même plus d'une vingtaine d'années, que ta sobriété, je la confirme. Je la confirme. Et c'est tellement intense, et je suis tellement dépendant de mon cerveau, que je peux te dire que mon cerveau est un astronaute dans le cosmos infini de mon corps. Et je l'aurais dit 2 fois. On va aller loin, on va aller loin aujourd'hui. Mon cerveau... Je vous l'avais dit, le cosmos... Mon cerveau est un astronaute dans le cosmos infini de mon corps. Oui, c'est une manière de voir les choses. Donc, la conscience cosmique.
On arrive au Ah thème de la bon, conscience là, on en a cosmique. parlé tantôt, OK. Oui, OK, conscience cosmique. Parce que dans le doctorat, il faut bien dire que les thèmes pour arriver au pieuvre d'or, ce qu'on appelle la contextualisation, le premier thème qui va être traité dans le doctorat comme contextualisation, ce sont les grands événements qui ont révolutionné la conscience cosmique de l'être humain. On a fait, tu te rappelles, on a fait aussi un genre de survol de l'évolution de l'humanité à partir des Grecs, tu te rappelles? On a Ouais, fait ça, tout le à fil fait. d'or dont on a parlé, du développement de l'humanité. Là, on parle de quoi, d'un autre fil d'or? Ben, c'est-à-dire que tu sais que je fais des recherches, des lectures très intenses, que ce soit des lectures de Burke sur la conscience cosmique, que ce soit les 4 livres de Cassirer sur toute la construction humaine des différentes fonctions symboliques qui mènent à la vie religieuse, que ce soit Bergson. Alors, je me donne un appareil conceptuel très pointu que je n'utiliserai pas dans le doctorat. Tu t'en sers pour te documenter, tout Je m'en sers pour documenter les phases d'errance cosmique dans lesquelles la conscience comme mode d'errance cosmique. Alors, je m'explique. Alors, je vais te mettre dans le contexte. Ben, on parle, moi, tu vois, je présente l'idée de la condition humaine, vois-tu. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la condition humaine, puis son évolution, puis son avancement, si possible. Particulièrement la mienne, comme je le dis toujours, mais aussi, en général, vois-tu, moi, l'humanité, j'en dépends aussi. Alors, quand tu parles, toi, de cosmos, d'évolution de la pensée cosmique, c'est ça? Oui. Hein? C'est de penser d'une façon maintenant différente d'avant. C'est-à-dire que l'être humain, à cause de certains événements, n'a pas eu le choix de penser différemment d'avant. Il a été pris de court. Alors, je te donne un exemple concret. Okay. On est à Rome, on est à la Renaissance, et là, soudainement, le pape, les jésuites et le pape veulent être des scientifiques. Et tu as le collège La Flèche, à Rome autant qu'en France, dans lequel on décide que c'est dirigé par des jésuites, non pas des théologiens, mais des scientifiques. Et mon Galilée, qui fait des recherches, arrive avec son télescope. Et il se crée un télescope, il se le bâtit. Et là, il a l'idée de regarder la Lune et il s'aperçoit, dans le télescope, que la Lune, il y a des cratères. C'est du sable. La Lune, c'est pas ce qu'on croyait. Puis il y a d'autres planètes qu'on voit dans le télescope. Ah, il s'en va voir le pape. Il dit au pape, regarde dans la lunette. Tout ce que l'Église enseigne, si tu regardes dans les lunettes démentent ça. Et je te le jure, les gens ne croyaient pas ce qu'ils voyaient dans la lunette parce que ça nuisait à leurs croyances religieuses. Ils n'y croyaient pas. C'est une illusion ce qu'on voit dans la lunette. Ah oui. C'est pas dit dans la Bible, c'est une illusion. Et Galilée, il a été reçu... Alors, écoute bien, ce qui est fantastique, c'est que mon Galilée, qui voulait libérer les gens des superstitions, a écrit un livre. C'était un homme, un orateur exceptionnel, écrit un livre. Et le pape, naturellement, est pour Galilée. C'est un homme très instruit, mais les évêques sont contre. Et à un moment donné, politiquement, le pape n'a pas le choix de dire à Galilée, c'est désolé, mais tu vas être obligé de te taire et de dire que c'est pas vrai ce que tu nous as dit. Et tu vas être obligé de renoncer. Et Galilée a été enfermé pour avoir trahi les croyances de l'Église catholique en disant que la Lune était un satellite et que les cosmos n'étaient pas comme l'enseignait l'Église. Et Galilée a fait une renonciation. Il s'est retrouvé en prison. Il s'est retrouvé c'est-à-dire en prison chez eux. Ouais. Il n'avait pas le droit de sortir, mettons. Ouais, OK. Et il a fini ses jours comme ça. Et il a dit, il a signé, mais pourtant, je dis la vérité.
Alors toi, tu appelles ça une des grandes étapes de l'humanité? Ben, c'est-à-dire que Galilée, que tout d'un coup... quand dans une lunette, que l'humanité observe... que l'humanité voit, que le pape qui dirige l'ensemble de l'humanité, que lui-même voit dans la lunette la Lune, et s'aperçoit que les croyances enseignées ne sont pas ce qu'on voit dans la lunette, on est pris devant un fait. Alors, le fait comme celui-là, quand arrive Neil Armstrong, qui marche sur la Lune, et que des millions de personnes dans leur télévision en direct voient Neil Armstrong marcher sur la Lune, il y a beaucoup de gens de différentes croyances, qu'on soit hindou, qu'on soit bouddhiste, qu'on soit catholique, qu'on soit chrétien, protestant, on a un petit problème. On voit la Terre apparaître de la Lune, on la voit, et on est devant notre télévision, et on dit, ben, il n'y a personne sur la Lune. Quelques années plus tard, il y a une photo qui a été prise du fin fond de la Voie lactée, et on voit la Lune, la Terre comme un tout petit point. Et il n'y a rien. Alors ça, ce sont des faits qui n'ont pas rapport aux croyances, qui n'ont pas rapport à la conscience cosmique, mais qui nous obligent, qui nous donnent ce qu'on appelle une inquiétude fondamentale. Tout ce qu'on nous a enseigné, on n'en a pas de traces. Donc, la conscience est en mode d'errance cosmique. Elle est malgré elle en mode d'errance. Tu comprends? Parce que il n'y a rien par là, il n'y a rien par là, il n'y a rien par là, il n'y a rien par là. Alors, l'être humain, pour la première fois, se retrouve avec l'infini tout autour de lui et rien d'autre que lui. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais depuis l'arrivée de la télévision, la Sainte Vierge se fait rare dans les apparitions. On ne la voit plus. Elle n'aime peut-être pas les Kodak. Ouais, c'est ça. Les Jésus qui pleurent aussi. Des Jésus qui pleurent. Puis d'autres etc., etc., etc. Ouais, c'est ça, Donc, c'est ce qu'on appelle le désenchantement du monde. Et la condition. Et l'information qui voyage aussi fait que maintenant, on pose des questions. La condition humaine est orpheline. Oui, c'est ça. Où il est Allah. où il est Allah. Hein? Puis où il est le bon Dieu, là? Je ne l'ai pas vu, là, le bon Dieu, là. Hein? Je l'ai vu dans mon livre, là, mais je ne l'ai pas vu, je l'ai pas vu, là. Alors, vois-tu, aujourd'hui, la science nous parle beaucoup, ici. Et puis, là, la première étape, on parlait de Galilée. Tu avais 4 segments dont tu voulais nous parler. Oui, j'avais 4 segments. J'avais le deuxième, 4 segments un peu éparpillés. Ouais. Il ne faut pas que tu oublies que un segment qui est majeur. Il ne faut pas que tu oublies que l'Église catholique, la contre-réforme, hein, quand arrive la contre-réforme, c'est en même temps que l'arrivée de Luther. Galilée, on parle de quelle époque? Galilée, c'est 1600. C'est en même temps que Descartes. OK, Luther. Mais la contre-réforme, puis Luther, c'est en 1515-1520, avant. Avant, OK. Ouais. Et pourquoi c'est un événement, Luther, à ce moment-là? Pourquoi? Parce que Luther arrive en même temps que l'imprimerie. L'imprimerie est inventée par un merveilleux fou qui s'appelle Gutenberg. Ouais. Et lui, c'est un rêveur formidable. Il ne rêve pas de faire de l'argent avec ça. Il a emprunté de l'argent à des créanciers et il a un rêve, lui. C'est de battre la beauté des moines quand les moines... Les enlumineux. Oui, les enlumineux. Et finalement, Galilée réussit mais fait faillite. Et ses créanciers prennent sa faillite. Et c'est des frères, il y en a un qui s'en va en Allemagne, l'autre s'en va en France, l'autre en Hollande, et ils partent l'imprimerie. Et quand Luther fait ses propositions contre l'Église catholique, c'est l'imprimerie qui le lance. Qui fait voyager le message. Qui fait voyager le message. Il a imprimé une série de Bibles, je pense, à ce temps-là. De Bible. Parce que le mot, le mot devient extraordinairement important, le verbe. Ouais. Alors là, encore une fois, l'imprimerie, qui est un événement comme la lunette de Galilée. Il y a des événements comme ça. Alors, j'en ai 3, tu vois. Tu as l'imprimerie, tu as la lunette, tu as Neil Armstrong qui marche sur la Lune, qui est un événement majeur. Et le 4e événement, pour moi,
c'est le téléphone cellulaire. Ah oui. Pourquoi? Parce que même l'Africain dans le fin fond de la brousse a un téléphone cellulaire. Et sais-tu comment il fait pour le payer? C'est qu'il le passe à ceux qui veulent envoyer des messages. OK. Il le loue. Il le loue des concitoyens. Tout à fait. Il loue des Et concitoyens. le téléphone cellulaire fait qu'à un moment donné, quand l'Église, mettons, sert à tenir en respect les pauvres, hein? Parce que l'Église, c'est toujours la main du pouvoir. Le pouvoir économique se sert de l'Église pour que les pauvres se tiennent tranquilles en disant qu'il va y avoir une récompense plus tard. Mais là, le pauvre, dans le fond de la jungle, il a accès à l'émission d'Arles, il a accès à plein d'émissions de télévision qui lui montrent que c'est peut-être sa terre qui est le paradis, là. On a peut-être un problème ici des inégalités sociales. L'information. La force de l'information. Alors, la conscience cosmique avec le téléphone cellulaire, elle est devenue, si tu veux, étonnamment errante. Parce que le téléphone cellulaire et les Pokémon sont plus importants que les apparitions de la Sainte Vierge. On dirait